Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, nous sommes en présence du secrétaire général du PSG, donc du Parti socialiste guadeloupéen. Je veux parler de Mehdi Keïta. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir madame, et merci à vous, et bonsoir à tous les Guadeloupéens. Mehdi Keïta. Les Guadeloupéennes, monsieur. Mehdi Keïta, donc vous êtes jeune. Vous êtes à la tête d'un parti, je vais dire, qui a quand même quelques années. On sait que José Toribio est encore bien présent au sein de ce parti. Mais au-delà de tout cela, on a l'impression que vous êtes bien silencieux. Alors, c'est un parti qui date du 25 mars 1975. Donc, c'est vrai que c'est un des plus vieux partis guadeloupéens. Non, pas silencieux, mais surtout en réflexion, parce qu'on sait bien que la Guadeloupe veut rentrer avec la France dans une réflexion sur une évolution institutionnelle, et que, comme tout parti politique qui œuvre pour cela, nous devons d'abord réfléchir, discuter, voir ce que la population veut, comment elle le veut, la comprendre ce qu'elle veut, et savoir si on apporte les bonnes solutions à la population. C'est ça notre objectif. Donc il faut des fois ne pas être que faire de la communication, mais des fois aussi avoir de la réflexion et du travail. Parce que c'est nécessaire de travailler pour proposer les bonnes solutions aux Guadeloupéens. On a des partis comme ça, bon, le parti communiste, on a effectivement votre parti qui sont des partis, je vais dire, anciens, des partis qui font qui sont en Guadeloupe depuis bon nombre d'années, des partis, notamment le Parti communiste qui avait cette vocation de formation. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces partis-là sont emmenés à disparaître? Est-ce que il faut régénérer? Ça, on en parle depuis bon nombre d'années aussi. Comment faire? Est-ce qu'il faut vous mettre ensemble pour parler d'une seule et même voix? Comment faire en sorte qu'il y ait du dynamisme au niveau de l'échiquier politique guadeloupéen? Alors, ce qui est sûr, c'est que, y compris sur votre plateau, j'ai toujours défendu le fait qu'il faut qu'il y ait une union des partis de gauche. Ça, c'est clair. C'est un travail que nous faisons beaucoup avec le PPDG. Nous travaillons énormément avec lui parce que nous considérons qu'il faut mettre en place les premiers prémices de cette union. C'est un travail que j'ai déjà expliqué au Parti communiste, qui fait ce qu'on appelle le bicaparal, qui fait avec d'autres partis. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui qui nous unissent, qui nous désunissent. Le problème de la jeunesse, le problème de la vieillesse, les problèmes de la démographie, les problèmes de la Guadeloupe, les problèmes d'eau et d'électricité que nous avons, ce sont des problèmes qui sont cruciaux et qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous devons apporter une solution à ces problèmes-là. Donc, nos partis, pour répondre à votre question, c'est que nos partis sont des partis qui sont vieux, qui ont comme avantage d'avoir la réflexion et le travail en commun de synergie, et puis qui ont le défaut, mais c'est ce qu'on essaie de corriger, des personnes comme moi qui sont un peu plus jeunes, c'est de les mettre plus dans le temps moderne, plus dans l'immédiateté de la communication et des réseaux sociaux, et faire en sorte que, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les temps ont changé, il y a une rapidité dans l'information, il est bon aussi de pouvoir avoir une vraie discussion avec la jeunesse, avec tout le monde, mais surtout d'avoir des véhicules de communication qui soient plus rapides. Vous dites réfléchir. Vous dites réfléchir sur les différentes problématiques, mais il y a eu le temps de la réflexion, mais maintenant c'est le temps de l'action. Alors, comment transformer tout cela? Puisque c'est vrai qu'on dit oui, nous réfléchissons, nous sommes ensemble, nous avons une ligne, il y a des vrais problèmes, des vrais sujets, mais ça se transforme très rarement, je dirais, en action. Déjà, pour se transformer en action, faut-il que nous soyons en exécutif, que nous soyons aux manettes? Pas forcément. Faire la chose. Pas forcément. Et puis après, il y a un travail aussi qui est fait au sein de la population de maturation, je n'aime pas parler d'éducation, de formation de la population pour comprendre en fait les enjeux. Aujourd'hui, par exemple, il y a un sujet que j'aimerais qu'on partage avec vous, et il y a un chercheur qui s'appelle M. Claude Valentin-Marie, qui est un démographe, qui a fait des vraies recherches sur le vieillissement de la population guadeloupéenne, et qui nous a montré aujourd'hui dans un débat
excellent qui a été fait par la fédération hospitalière, excellent, qui nous a montré qu'il y a un vieillissement de la population, que la population guadeloupéenne, comme martiniquaise aujourd'hui, vieillit, qu'en 2040, nous aurons 167 personnes âgées pour 100 jeunes. Quand on fait le comparatif avec l'Hexagone, nous avons 103 personnes âgées pour 100 jeunes. C'est pour montrer en fait qu'aujourd'hui, il y aura globalement une personne et demie âgée de plus qu'une personne jeune qui pourra s'occuper d'elle. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a peu de natalité en Guadeloupe, que la population vieillit. On sait que la Guadeloupe va perdre 100 000 habitants en 2040. Ça vous inquiète? Mais bien sûr. Et donc, combien d'enfants avez-vous? 2. Et donc, mais j'en ai plus que la moyenne guadeloupéenne. La moyenne guadeloupéenne, c'est 1,2. Donc, ouais, donc vous avez arrondi. Exactement. C'est surtout que j'ai un peu plus eu que les autres. Donc, oui, vous voyez que c'est des vrais, 2 enfants. C'est des vraies problématiques. C'est des vrais, mais au-delà de mon cas personnel, c'est des vraies problématiques sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons apporter des réponses parce que les réponses que nous allons apporter aujourd'hui, elles ne seront pas immédiates, mais elles seront surtout sur 10-15 ans. Et donc, quel est notre rapport quand on fait le comparatif, par exemple, avec la Guyane ou avec la Mayotte, qui sont des départements d'outre-mer comme nous? Quel est notre rapport, par exemple, à l'immigration? C'est une vraie question. Parce oui, mais certains hommes politiques, et vous pourrez poursuivre, hein, mais certains hommes politiques ont eu l'idée de donner une prime à ceux qui auront des enfants. Donc, bien sûr, c'est la politique de natalité, mais qui aujourd'hui, je dois vous dire qu'elle a changé aujourd'hui. On n'a plus l'universalité des prestations aujourd'hui. Oui, mais est-ce que le problème se situe là? Alors, donner une prime, je ne sais pas moi, de 1 000, 2 000, 3 000 euros à quelqu'un pour avoir un enfant, oui. Non, mais après, c'est pas d'avoir des enfants pour avoir des enfants. Mais après, justement. Non, après déjà, c'est déjà permettre de les conditions sont-elles réunies pour que les gens aient envie d'avoir des enfants? Alors, c'est déjà le premier prémisse, c'est d'abord l'essentiel, c'est qu'il y ait des enfants, parce que ça nous permet d'avoir une succession, d'avoir notre génération se renouvelle, ça c'est essentiel. Pour être dans la rue. Et après, il y a un deuxième travail qui est fait par les politiques, c'est de donner confiance aux parents qui auront des enfants, de faire comprendre que notre pays peut être attractif, que notre pays doit faire en sorte que nos enfants puissent rester dans notre pays. C'est surtout ça. Et donc, c'est comment on fait pour faire cela, comment on fait pour créer le lien social. Et ce lien social, il se fait aussi par les personnes âgées. Donc, c'est comment on peut aussi gérer nos aînés, comment on peut faire en sorte que nos aînés vont faire de la transmission, tout en étant, comment on peut faire pour donner du travail à notre jeunesse ici, qui est en train de s'appauvrir, parce que notre jeunesse part dans l'Hexagone, ne reste pas chez nous, ou part au Canada, ne reste pas chez nous. Donc, comment on peut faire pour garder ces personnes qui sont en âge de procréer dans notre pays, pour faire en sorte, en fait, que demain, ce pays, en fait, ne se meure pas et ne soit pas le plus vieux département de France, comme il est prévu pour 2030. Quand une famille a déjà du mal à joindre les deux bouts, comment est-ce qu'elle peut rajouter encore un enfant alors qu'elle a déjà du mal à faire avec 1 ou 2 enfants? Alors, est-ce que le problème, il n'est pas... est-ce qu'il n'est pas en amont? Est-ce que la solution, c'est de dire faites des enfants et vous aurez des primes ou je ne sais pas, autre chose? Est-ce que le problème ne doit pas être réglé ailleurs? C'est un problème qui est multifactoriel. Donc il y a bien sûr, il y a le fait de faire des enfants déjà. C'est important parce que, comme je vous ai dit d'abord, le premier élément, c'est renouveler notre génération. Faire en sorte que nous ne mourions pas, nous ne soyons pas un peuple qui va mourir. Donc c'est ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément après, c'est de créer les conditions politiques pour que les personnes puissent vivre heureuses dedans. Après, ce n'est pas une question, avoir des enfants n'est pas une question d'avoir de richesse, en tout cas d'avoir d'augmenter son niveau de vie. On voit bien que souvent, les populations immigrées, quand elles arrivent, font plus d'enfants que les populations qui sont présentes et qui ont augmenté leur niveau de vie. Pourquoi? Vous voyez bien, je vais prendre un exemple en Allemagne, par exemple. Vous voyez qu'en Allemagne, les pays occidentaux, ils ont souvent une femme à un enfant 1,5, un enfant 1,3. Bon, mais souvent, ils font des régularisations massives, comme ils ont fait en Allemagne, pour pouvoir faire en sorte, ils ont 1,5 million d'Afghans et de Kurdes, parce qu'ils avaient besoin d'avoir cette main-d'œuvre, et besoin de renouveler cette population. Nous, la problématique que nous avons, c'est que nous avons une vraie perte démographique. On avait une population qui quitte la Guadeloupe, qui va vers l'Hexagone. Et quand on regarde les chiffres,
On voit bien qu'aujourd'hui, des enfants nés de parents originaires des Antilles, on les estime à peu près à 385 000 personnes nées dans l'Hexagone, mais dont les parents sont originaires des Antilles. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Comment faire pour que nous inversions la tendance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui, mais en Allemagne, c'était surtout parce qu'il y a ce besoin de main-d'œuvre. Donc, il fallait bien trouver une solution. Et effectivement, pour eux, la solution passait. Mais d'où la nécessité pour nous ici de créer une vraie économie, une économie de production. C'est comment on peut faire pour créer une économie de production pour que justement il y ait cette création de richesse et non pas que le transfert social. Vous voyez, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut traiter, avec lesquelles il faut avoir une réflexion, qui ne sont pas des problèmes simples à résoudre. Et c'est donc ça qui fait que mon parti est dans une vraie réflexion pour poser les bonnes questions, parce que la question n'est pas de savoir si on change de statut ou pas, ou si on change d'institution, c'est pas ça le sujet. La question est de savoir est-ce que nous sommes en capacité d'apporter les solutions aux problématiques de nos concitoyens. Et comment on le fait? Alors, justement, êtes-vous en capacité, vous qui menez des réflexions, vous qui avez embrassé la chose politique, êtes-vous en capacité de porter des solutions à toutes ces problématiques qui s'accumulent? Bien sûr. Alors, il y a des premières solutions. D'abord, bon, c'est quelle politique de natalité nous voulons? C'est quelle politique d'éducation que nous voulons? Une vraie réflexion, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez dans les quartiers de Pointe-à-Pitre, que je connais bien, parce que je suis élu de la ville de Pointe-à-Pitre, où vous avez sur des classes de 30 élèves en CE1 ou CE2, donc là où on apprend la langue française, vous avez 30 élèves, il y en a 28 qui parlent une langue étrangère, 2 qui parlent soit le créole, soit le français. C'est comment faire aujourd'hui pour ces populations, pour créer des classes allophones, pour les enfants qui ne parlent que une langue spécifique étrangère, et comment on fait pour s'occuper, comment on fait pour dédoubler les classes. Vous voyez, ce sont ce genre de questions comment on peut faire, quelle politique publique nous pouvons apporter pour pouvoir résoudre des problématiques, par exemple, de monoparentalité, dans lesquelles nous voyons, quelle problématique nous voyons sur le fait que l'éducation sexuelle pour les jeunes filles, pour faire en sorte que nous n'ayons pas 25% de jeunes filles quand elles utilisent l'avortement comme mode de contraception. Vous voyez, ce sont ces éléments-là sur lesquels c'est quelles solutions nous apportons, comment nous le faisons, et quelles politiques nous pouvons mettre en place, et surtout, avec quel argent nous allons le faire. Parce que si nous voulons acquérir une certaine vision des choses, il faut qu'on ait certaines recettes. Et donc ces recettes-là, il faut qu'elles soient locales. Et comment on le fait, quoi? Alors ici, vous dites, nous sommes sur le problème de la natalité. On sait qu'il y a un problème général et mis en avant par ce gouvernement, c'est le problème des retraites. Donc, oui. Est-ce que il n'y a pas un problème de priorité ici par rapport à cette problématique? Alors, vous voyez, c'est marrant parce que le problème des retraites aux Antilles, il ne se pose pas de la même manière que dans l'Hexagone. Aujourd'hui, les retraités aux Antilles, aujourd'hui, déjà, ils n'ont pas tous leur trimestre. C'est la vraie problématique qu'ils ont. Tous les retraités ici n'ont pas tous leur trimestre. Soit ils ont commencé tard, soit ils ont eu des carrières hachées, soit ils n'ont pas tous travaillé de la même manière. Donc, ils n'ont pas tous leur retraite, ce qui fait qu'on a un taux de retraite beaucoup plus bas aux Antilles que dans l'Hexagone. Ce qui fait que les personnes même qui sont retraitées ont souvent du mal, d'ailleurs, quand on les compare à des gens de l'Hexagone, ils ont du mal à vivre normalement parce qu'ils ont peu de revenus, les revenus sont bas. Donc c'est comment on fait, comment on les traite ça. Donc, et souvent d'ailleurs, vous avez remarqué que nos concitoyens, souvent, ils partent, souvent dans les collectivités territoriales, ils veulent partir le plus tard possible parce que non seulement ils perdent les 40% de vie chère quand ils partent à la retraite, mais en plus, en général, ils perdent les 30%, puisque vous perdez à peu près 30% quand vous partez à la retraite. Donc vous perdez 30% plus 40% de vie chère. Donc vous perdez 70% de votre salaire. Souvent, les personnes, en fait, ils ont leurs enfants qui sont en France et qui travaillent, donc ils payent pour ça. Donc, vous voyez... Donc, beaucoup de retraités guadeloupéens sont dans la précarité. Oui, mais bien sûr. C'est une vraie problématique. C'est comment on traite ces problèmes-là. Et c'est comment on le fait, avec quel argent, comment on le fait. Comment on fait, par exemple, pour les aidants. Comment on fait pour aider ces personnes qui vieillissent. Comment on le fait pour les aider. Ils vieillissent. Souvent, la maladie, il y a les maladies d'Alzheimer et d'autres. Comment on fait pour les traiter. Comment on fait pour les accompagner. Qui les accompagne, comment on le fait? Parce qu'on voit bien que, comme je disais tout à l'heure, au début de la conversation que nous avons eue, quand on a 167 personnes âgées pour 100 jeunes, ça veut donc dire que vous n'avez pas assez de personnes jeunes pour assez d'actifs pour s'occuper d'eux.
Et de personnes puis, jeunes pour assez s'occuper, d'actifs mais même, surtout. même pas qu'actifs, des gens de la même famille, de la propre famille, on n'avait pas assez d'enfants pour s'occuper des parents. Vous n'avez pas assez. Parce que soit les enfants ne reviennent pas en Guadeloupe pour travailler, donc les parents sont seuls ici. Et pourquoi ils ne reviennent pas en Guadeloupe? C'est la quatrième problématique, c'est de donner l'envie de revenir ici. Comment? En résolvant les problèmes que aujourd'hui la classe politique n'arrive pas à résoudre. Qui peut résoudre alors? Collectivement, on peut le faire. Il faut qu'on se retrousse les manches. Il ne faut pas qu'on arrête de s'en mentir à nous-mêmes. Il faut que nous regardions les problèmes et qu'on les affronte. Parce que les problèmes sont durs. Les problèmes d'eau, mais on parle souvent de l'eau, mais il n'y a pas que les problèmes d'eau. Les problèmes d'assainissement. On sait très bien qu'il y a beaucoup de matière fécale dans l'eau. C'est comment on traite ces problèmes-là. Bientôt, nous ne pourrons plus nager dans nos plages parce que les plages Alors vous dites qu'il y a sont beaucoup polluées. de matière fécale dans l'eau. Oui, mais souvent, l'ARS, quand l'ARS fait des détections, souvent, elle vous dit que dans l'eau, dans différentes communes, on vous dit qu'on ne peut plus la boire parce qu'on trouve des Escherichia coli. Les Escherichia coli, c'est des bactéries de sel qu'on retrouve dedans. Et quand on vous dit qu'on ne peut plus vous baigner dans certaines plages, la dernière fois, c'était la commune de Bouillante, mais il y en a d'autres, plages comme ça, qui sont fermées parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il y a sur 32 stations d'épuration, il y en a 30 qui sont inopérantes. C'est une vraie réalité. Donc ça, c'est des problèmes que nous devons résoudre, qui sont des problèmes locaux. C'est des problèmes nous devons traiter en tant que politique, pas rejeter la faute sur X ou Y. On n'est pas là, on n'est plus à ça aujourd'hui. La question, c'est de savoir comment on se met collectivement pour résoudre ces problèmes-là. Et ça va donner confiance aux gens. Et puis en même temps, il y a quelque chose de positif. C'est que justement, s'il y a autant de personnes âgées chez nous, c'est parce que justement, les gens vivent plus longtemps aujourd'hui. Donc, et c'est bien, c'est le côté positif de la chose. Donc c'est maintenant comment on fait pour que on crée un maximum d'emplois productifs, pour qu'il y ait un maximum de gens, non pas qui reviennent, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'études qui ne vont pas revenir, parce qu'il n'y aura peut-être pas la surface ici pour eux. Mais comment on fait au moins pour créer un système productif? Quand on fait beaucoup d'études, on n'a pas la surface ici pour ces gens-là. Si vous prenez un jeune qui fait une école d'ingénieur, ou une école de, je sais pas moi, une grande école de médecine, une grande école d'ingénieur, est-ce que vous pensez sincèrement, parlons sérieusement, qu'il aura la surface d'une entreprise qui pourra l'embaucher ici? Je suis sûr que nous avons tous dans nos entourages des jeunes qui sont très qualifiés, qui ne reviennent pas en Guadeloupe travailler parce qu'ils n'ont pas le revenu. On aura bientôt un hôpital flambant neuf. Donc, quand on fait médecine, on peut se dire qu'il y aura de la place pour nos jeunes ici. On va sortir une centaine de médecins par an. On a une université de plein exercice, on va sortir une centaine de médecins par an, globalement, après 6 années. Vous croyez que les centres vont être épongés ici? Et dans les centres, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a la liberté de vouloir s'installer. Peut-être que les gens veulent aller s'installer en France ou ailleurs, veulent partir. Donc, il y a une proportion à faire. Donc, comment faire pour donner l'envie de rester et créer un élément productif? Après 6 ans, on ne peut pas encore s'installer. On a encore... ça dépend. Peut-être c'est après 7 ans de médecine générale. Mais oui. c'est surtout comment on donne ça. Et donc, ça, c'est de la réflexion politique. Et c'est comment on crée les conditions pour ça. C'est ça le rôle d'un parti politique, c'est donner les conditions, créer et proposer ça à la population. Quel parti qui pourrait donner les conditions? Mais c'est ce que nous faisons là. Et c'est parce que nous allons essayer de le faire ça en union, en fédération, en union. Avec qui? Je pense que les partis de gauche, je vous ai dit, on a commencé le PDG, mais tous les partis de gauche sont ouverts. Le Parti socialiste aussi Bien sûr, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas avec nous. La fédération devrait... Est-ce que c'est pas ça le problème? Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas avec nous. Alors d'autres disent oui, mais il faut qu'ils viennent avec nous. Donc non, on ne sait plus. Est-ce que c'est pas là où le bas blesse? Non, la porte est ouverte. Sincèrement, la porte est ouverte. Les guerres de chapelle, ça n'a plus de sens. Vous savez, les guerres de chapelle... Ça n'existe plus. Oh, c'est bien sûr ça existe. Mais les guerres de chapelle, quand on est minoritaire, ça n'a pas de sens. Et surtout quand est minoritaire dans l'affaire? Mais nous tous. Aujourd'hui, la gauche est minoritaire en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur le sujet. Le sujet il est clos. Mais donc, à travers cette gauche minoritaire, puisque toute la gauche est minoritaire, il y en a, oui, éparpillés, il y en a qui disent nous sommes. Non, mais bon, ça c'est oui, mais c'est ça. Nous avons plus de légitimité que d'autres. Ça, c'est le panier de crabe, ça. Il faut arrêter. Il faut aujourd'hui, les enjeux sont trop importants aujourd'hui pour que, voilà. Donc aujourd'hui, il faut apporter des solutions à ces enjeux-là. Et moi, je pense que quand on apporte des solutions, on les apporte parce qu'on a certaines convictions
qui vous mène parce que vous avez une colonne vertébrale et que vous avez une conviction et que vous dites, voilà, moi j'apporte ces solutions-là parce qu'elles ont été éprouvées et que je sais que politiquement parlant, elles sont construites à partir d'un raisonnement politique. Où sont les convictions? Est-ce que ça existe encore? Oh, je vous assure, oui. Je rencontre énormément de gens qui ont des convictions, qui encore croient en quelque chose. Après, c'est évident que quand on dit qu'on est de gauche aujourd'hui, l'erreur que la gauche a commise, la gauche française, c'est de faire que du sociétal et pas du social. Elle a oublié les problématiques sociales. Elle a oublié. Elle a oublié ce qui faisait notre cœur de conviction, c'est-à-dire s'occuper des personnes qui en ont besoin. Pas du problème sociétal, pas des problèmes sociétaux. Le social. Comment on s'occupe, par exemple, des enseignants, du mal-être des enseignants qui ont 30 enfants dans une classe et qui ont du mal à voir que au résultat final, on a 23% d'analphabétisme à la journée citoyenne. Quelle est la colonne vertébrale de la gauche aujourd'hui? Sa colonne vertébrale aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Comment on répond à un corps éducatif qui voit aujourd'hui qu'il y a 23% d'enfants qui sont à la journée citoyenne, qui sont analphabètes. Ça veut dire qu'il y a un échec. Mais la colonne vertébrale, c'est quand même ce qui existe. C'est comment on apporte des solutions permet de tenir debout. Pour permettre, c'est comment on apporte des solutions pour permettre en fait à ce que nos enfants demain aient une structure civique et d'éducation et une vision de leur famille et de leur territoire. C'est comment on apporte ça. Et c'est ça le cœur de la gauche, c'est apporter en fait des outils qui permettent aujourd'hui à quelqu'un de savoir ce que c'est que l'égalité, de savoir ce que c'est que la fraternité, de savoir ce que c'est que l'éducation. C'est l'éducation qui apporte tout ça. Parce que la colonne vertébrale, c'est ce qu'on a et qui permet justement d'avancer, qui permet de tenir debout. Oui, mais est-ce que la gauche aujourd'hui a une colonne vertébrale? Alors je reformule. Oui, elle a une colonne vertébrale. Maintenant, elle a été percutée de plein fouet par la mondialisation et par le fait aujourd'hui qu'il y a une perte de repères, une perte de valeur qui fait qu'aujourd'hui les gens pensent en fait qu'on peut tout faire parce qu'on est sur Internet, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde est tout. Tout le monde croit qu'il est ingénieur, médecin, parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a cette perte de repères. Aujourd'hui, il est essentiel de ramener aux personnes que grâce aux réseaux sociaux, on a la capacité d'avoir l'information, mais comment on fait pour avoir une éducation, pour traiter cette information, pour avoir une vraie distance avec l'information que nous avons, et comment on peut la décrypter, cette information, et comment on peut prendre les éléments essentiels dedans. C'est ça qui est important, et ça, notre gauche, elle doit apporter ça. Et donc, c'est pas que du pragmatisme, c'est vraiment comment on apporte des solutions d'éducation, socialement, comment on apporte aussi un soutien aux personnes sans que ça devienne de l'assistance. C'est comment on aide, pas qu'on assiste. Comment on apprend à quelqu'un à pêcher, pas qu'on lui apporte du poisson. Voyez, alors, vous avez parlé de gauche unie, donc dedans, vous mettez tout, le Parti communiste, le Parti socialiste. On va dire une gauche progressiste. Le PPDG. Une gauche progressiste. Mais après, il y a tous, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je suis sûr que vous savez, en règle générale, l'ensemble de la classe politique guadeloupéenne, vous savez, je vous assure, ils ont une tendance de gauche. L'ensemble, la plupart, grosso modo. Après, par... Le Rassemblement national aussi? Non, ça, on n'a pas de... Vu ce qu'ils prônent, on n'a aucune valeur entre nous qui soit commune. On ne peut pas prôner le rejet des autres. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait un problème, on devrait avoir une vraie réflexion sur l'immigration. Quand vous dites, nous, on ne veut pas d'immigrés, on les rejette. C'est une hérésie, parce qu'on ne peut pas rester que sur nous-mêmes, enfermés sur nous-mêmes. On apprend de la culture des autres, on se gratifie de la culture des autres et on arrive à croître grâce à la culture des autres. Voyez. Donc si on arrive à faire ça, c'est justement parce qu'on a eu ce mélange des uns et des autres et qui a permis de faire, parce qu'on est fidèle sur nos bases de culture guadeloupéenne, on n'a pas peur de l'autre et on sait qu'on va créer un creuset national qui va nous permettre d'aller vers de l'avant. C'est ça qui fait notre force. Donc aujourd'hui, à partir du moment où un parti prône le rejet de l'autre et qui pense que c'est les autres qui amènent les problèmes chez vous, c'est qu'en fait on n'a rien en commun. Le Parti socialiste guadeloupéen, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à jour de cotisation, hein, à peu près à jour de cotisation, il y a 110 personnes à jour de cotisation aujourd'hui. Bon, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup, non, je reconnais, c'est pas beaucoup. Maintenant, encartés, il y en a à peu près 350 à 400 qui sont encartés, mais qui n'ont pas de
qui n'ont pas d'argent pour payer les cotisations. Ou très peu, en tout cas, ce qu'on leur demande pas de le faire. Donc, on essaie de faire des soupes pour pouvoir gagner un peu d'argent, faire en sorte. Mais ce sont des personnes qui ont toujours la conviction, qui ont des convictions fortes en eux et qu'on retrouve souvent pendant les élections. Votre ambition pour cette année 2023, quelle est-elle? Est-ce savoir plus d'adhérents? Est-ce peut-être mettre un petit peu plus booster un petit peu le parti? Non, enfin oui, on a tous envie de le booster, on a tous envie de faire en sorte. Mais c'est surtout le fait que le parti soit en ordre de marche pour pouvoir essayer de créer cette union, créer cette union générale à laquelle on doit aller pour pouvoir répondre aux problématiques guadeloupéennes et faire en sorte que nous emmenions avec nous un ensemble de personnes, de politiques, d'hommes politiques, enfin hommes et femmes, hein, politiques, hommes avec un grand H, qui sont en capacité de résoudre les problèmes de la Guadeloupe, qu'on aborde les vrais problèmes ensemble, tous ensemble, et que chacun apporte les solutions. Donc c'est ça notre objectif. Qu'est-ce qui peut créer le déclic pour que cette population puisse vous suivre, qu'elle ait envie d'adhérer au Parti socialiste guadeloupéen ou qu'elle ait envie de vous mettre aux affaires? La parole vraie. La parole vraie. Quand vous parlez vrai, quand vous ne faites pas de l'opposition. Tous les hommes politiques disent nous parlons vrai. Comment faire la différence? Les gens le ressentent bien. Je vous assure, quand vous parlez, les gens sentent quand vous dites la vérité. Les gens le sentent quand vous dites les choses telles que vous le vivez. Regardez un peu, on va regarder. Moi, je vois sur le territoire sur lequel je suis élu, à Pointe-à-Pitre, où on a quand même des vraies discussions, une vraie opposition entre le maire actuel et moi-même et le groupe dans lequel je suis. Je vous donne un exemple. Sur la vente des immeubles. La vente des immeubles de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est un sujet sur lequel, dans la majorité dans laquelle j'étais à l'époque, on a toujours axé le fait qu'il était nécessaire de résoudre l'habitat insalubre ou l'habitat qui n'était pas digne pour donner des appartements corrects aux populations, parce que c'est le premier élément qui permet de fonder une famille, de fonder des êtres humains, d'avoir un logement décent. Donc ça, nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait en essayant de conserver notre territoire, en faisant des échanges entre, on donne notre territoire, une parcelle, et à l'échange, on construit un immeuble avec un bailleur social. Aujourd'hui, lui, il opte pour le fait de vendre le patrimoine pour pouvoir permettre qu'on construise des logements. Mais de facto, quand vous vendez à un partenaire privé, il n'y a plus la possibilité, comme nous le faisions avant, c'était de bloquer des loyers, de faire en sorte que les gens aient des loyers plus bas. Mais est-ce que le maire a le choix? Oui, bien sûr qu'il a le choix. Bien sûr qu'il a le choix. Avec une ville dans cette situation, alors, est-ce que le maire a le choix? Ça, c'est extraordinaire parce que la ville avait des difficultés financières. Ça, c'est évident et personne ne le conteste. Par contre, le montant dans lequel l'élection a été faite, c'est-à-dire de dire que la ville avait 80 millions, voire plus, voire 100 millions d'euros. C'est ce qui circulait. Bien sûr, c'est ce qui circulait. Oui, non, mais c'est ce qui était même écrit. Mais aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, on tombe à moins 31 millions d'euros avant la vente des immeubles, qui va valoir à peu près 30 millions d'euros. À moins 31 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans et demi, la ville est passée de 80 millions à moins 31 millions d'euros, en sachant que l'État a donné à la ville dans le plan Quorum 1,1 million. Ça veut dire que vous voyez bien qu'on a fait disparaître 40 millions d'euros, enfin quasiment 50 millions d'euros en moins de 2 ans et demi. Donc vous voyez bien que ce n'était pas, comme je pense que le maire actuel ne fait pas de la magie. C'était possible de redresser. Non, c'est juste que c'était des lignes comptables à mettre proprement. Donc c'était pas un problème, c'est un mensonge. C'est-à-dire que l'élection a été faite sur un mensonge d'aggraver un déficit, d'accord, qui est existant, mais qui n'était pas à ce niveau-là. Est-ce que la Chambre régionale des comptes avait aggravé ce déficit? Non, je pense que la Chambre régionale des comptes a pris les chiffres qu'on lui donnait, mais que l'explication... Vérifier quand même. Non, l'explication qui était donnée, c'était que c'était un problème de ligne comptable. Bon, bref, dont acte. Aujourd'hui, on est arrivé à une vérité aujourd'hui. On est à peu près à moins 31 millions d'euros, voire peut-être avec la vente des immeubles, on tombera à moins 10 millions d'euros de déficit. Donc c'est bien, au moins le mensonge aujourd'hui a été révélé. Donc maintenant, dont acte. Maintenant, passons à autre chose. C'est qu'est-ce que nous sommes capables de proposer. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, le groupe dans lequel je suis, on avait esté en justice pour éviter la vente des immeubles. Bon, ça n'a pas pu... Aujourd'hui, le maire va vendre ses immeubles. Mais on a quand même voulu montrer, en estant en justice, que
administrative que nous n'étions pas d'accord avec la méthodologie et qu'il y avait d'autres solutions que nous pouvions apporter. Et puis maintenant, la question, c'est de savoir quel est lui son projet. Nous avons un projet de développement de la ville et nous allons essayer toujours de le défendre en conseil municipal. Et comme ça, la population voit qu'on n'est pas là que pour contester, mais on est là aussi pour proposer parce que nous avons des solutions aux problématiques de la ville. Merci Mehdi Keïta d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons. La Guadeloupe. Pardon? Et on belle tifos au Guadeloupe. Merci à vous, téléspectateurs. Et puis, nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.